Benjamin Lubzinski présente une lecture hypnotique et au dodo. Apprête-toi à vivre une expérience magique, à la croisée des chemins entre des textes magnifiques et l'hypnose qui leur donnera vie. Porté par le rêve, tu apprends à être serein et à bien dormir soir après soir. Avant de plonger dans ton monde intérieur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et si tu aimes cette expérience, pense à la liker, la partager et à laisser un commentaire. Maintenant, place à l'hypnose. Installe-toi confortablement et laisse-toi porter par ces mêmes mots qui te feront entrer en transe de plus en plus profondément d'écoute en écoute. Avant de commencer notre histoire hypnotique, j'aimerais peut-être, si vous le voulez bien, vous faire une petite devinette. Est-ce que vous seriez capable de deviner l'auteur de ce poème? Je ne vais pas vous affliger un poème en entier, ce sont que les 2 dernières strophes. Et la lecture, l'histoire hypnotique qu'on va faire aujourd'hui, c'est un ensemble de contes extrêmement connu qui va vous rappeler peut-être un film de Walt Disney, mais je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas trop vous aider. Écoutez simplement ce poème qui est magnifique. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces 2 menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis, et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Alors, ça marche aussi avec tu seras une femme, ma fille. Ça marche très très bien, aussi bien d'ailleurs. Mais je crois que vous avez deviné, juste. Il s'agit de Rudyard Kipling. 1865-1936, il est né à Bombay et mort à Londres. C'est l'histoire d'un Anglais classique à l'époque de l'Empire colonial, mais qui n'est pas classique parce qu'il est à la fois écrivain, romancier, poète, et qu'on lui doit plus d'un chef-d'œuvre, Le Livre de la Jungle, qui va être notre lecture hypnotique du soir. Vous allez rentrer en transe et visiter les pages de ce livre comme si vous y étiez dans une jungle tropicale, une forêt tropicale à la Douanier Rousseau. Ça va être un moment absolument magique. On lui doit aussi Kim, un roman d'initiation. L'homme qui voulut être roi, il y a une adaptation de avec Sean Connery, si vous ne l'avez pas vu, ça vaut le détour. Et il y a aussi des histoires comme ça, qui est un recueil de contes pour les enfants. Et sans vouloir vous culpabiliser, si vous ne l'avez pas encore lu à vos enfants, c'est une honte. C'est magnifique des histoires comme ça. Ça fera peut-être d'ailleurs l'objet d'une future histoire hypnotique. Bon, je voudrais en profiter aussi pour remercier les nouveaux soutiens à ma chaîne YouTube et au podcast. Dalila, Agnès, Salomé, Marc, Laurence, Geneviève, Sandrine, Gisèle, Christine, Sophie, Véro. Un grand merci. Et si vous aussi, ces histoires hypnotiques vous font du bien à l'âme, vous n'êtes pas obligé de soutenir la chaîne, bien sûr, mais n'oubliez pas de vous abonner, de mettre de jolies étoiles à cette émission. Et puis même si ça fait un peu démodé, vous pouvez en parler tout simplement autour de vous. Le bouche à oreille, c'est le premier réseau social. Ça fait de moi un boomer quand je dis ça, mais c'est un excellent réseau social qui existe depuis bien plus longtemps que X, Facebook, Instagram ou même Snapchat. Alors, si vous êtes prêts, on va se lancer dans les lectures hypnotiques. On va commencer par une induction hypnotique, c'est-à-dire des mots qui vont faire rentrer dans l'hypnose. Et puis ensuite, place à la magie de la jungle indienne. Vous allez être dans un lieu incroyable où les animaux raisonnent, parlent et se comportent bien mieux que les humains. Remarquez, c'est peut-être pas difficile. Ouvrons ensemble le livre de la jungle, si vous le voulez bien. Pour commencer le voyage, sache qu'il est urgent de ne plus rien faire. Assieds-toi, allonge-toi, sois confortable et reste immobile. Dérobe ce temps précieux au temps pressé et ferme les yeux à moitié. Des aveugles, on raconte que la lumière qui se dérobe à leur regard développe leurs autres sens, l'ouïe mais aussi le toucher. Lorsqu'ainsi tes paupières restent mi-closes et que s'ébauche en toi une forme de recueillement, ce sont les premiers pas vers un état différent où l'imaginaire est roi et le conscient de plus en plus discret.
un premier pas vers la transe, un premier pas vers l'hypnose, et qui commence si simplement en écoutant une voix, en s'installant confortablement et en préparant son cœur à rêver. Rêver toujours plus loin dans une transe de plus en plus profonde, mais les mots qui vont suivre sont là pour paver la route qui te dirigera vers ce lieu où vit d'une manière pleine ton imaginaire. Alors je pourrais bien sûr guider ton attention sur ta respiration, déjà plus lente, t'inviter à l'écouter, à te laisser bercer par elle jusqu'à ce qu'une partie de toi s'assoupisse. Une voix douce qui fredonne, des bras qui portent dans un balancement doux. Ils savent déjà tout de l'hypnose, ces jeunes parents qui entourent de tendresse leur nouvel amour. L'enfant s'endort, l'oreille collée contre leur cœur. De la douceur, c'est tout ce qu'il faut pour entrer en transe. Celle de ma voix alors que tu dérives en toi-même, porté par les flots paisibles du confort engourdi qui fait son lit en toi. La douceur aussi, celle du temps qui passe plus lentement, rythmée par le métronome régulier de ton souffle, ta respiration de plus en plus lente bien sûr, à mesure que tu entres de plus en plus en transe. Tu te fatiguerais vainement à vouloir lutter. Contre qui et pourquoi? Ce serait inutile. Ne pressens-tu pas déjà à quel point tu vas pouvoir te sentir bien? Le corps est un peu plus lourd, et l'esprit comme en apesanteur semble se mettre à flotter. Et oui, c'est ainsi qu'on rêve le mieux. Comme tous les jours, ton corps se sera fatigué à marcher, ta volonté à combattre et ton espoir à chercher le bonheur. Allez, accepte le refuge qui t'est offert. Tu n'as même pas à demander asile face aux difficultés de la vie. Ici, en paix en ton fort intérieur, ton inconscient crée pour toi l'espace protégé de ton repos, et tu peux le sentir de plus en plus, ce repos qui s'installe en toi. Le corps, qui déjà a bien commencé à se reposer, mais l'esprit aussi qui au fur et à mesure se laisse bercer par quelque chose qui le berce dans une direction précise, celle de l'hypnose. Alors laisse à ce corps un droit à la paresse. Cet esprit parfois inquiet qu'il se délasse, somnole s'il le veut et dorme s'il le faut. Rien qu'une évocation. Une atmosphère cosy, quelque chose de douillet au confort agréablement contagieux qui infuse en toi, te transportant sur les ailes d'une songerie au-delà de l'horizon des lourdes pensées, là où tous les mots et tous les rêves deviennent réalité et nourrissent dans le terreau profond de notre âme les graines du changement. C'est tout simplement cela, l'hypnose. Un endroit de paix, de tranquillité, un lieu de changement profond. Une évocation donc. Et pourquoi pas celle-ci? Un feu ronflant dans l'âtre, dont la chaleur se répand en toi comme une merveilleuse présence. Un fauteuil en cuir rendu confortable et accueillant par la seule grâce des années et de ceux qui, avant, s'y sont abandonnés à la recherche d'un simple moment de calme et de paix. Moment de calme et de paix que tu peux, à travers le temps, percevoir si bien à mesure que toi aussi, tu t'y abandonnes, et c'est très bien comme ça. Tout autour des livres, pas des ouvrages intimidants dans ces bibliothèques en bois à l'aspect patiné, rien que de belles histoires, des contes merveilleux et des poèmes pleins de vie et de beauté. Un peu de sagesse là, bien sûr, mais juste ce qu'il faut. Elle doit se cacher pour se révéler. De la même manière que ton conscient doit parfois réfléchir à nouveau pour mieux retrouver ensuite l'accueil moelleux et méditatif de la transe. Tu progresses de plus en plus vers elle, tout simplement. Et ton corps et ta respiration en témoignent, et ton esprit de plus en plus apaisé également. Imagine ce fauteuil qui t'accueille, ces bras qui littéralement t'entourent, cette sorte de flottement que l'on ressent quand tout le corps est inerte, au chaud et dérive jusqu'à l'indolence. Qu'il est facile de rêver quand la chaleur du foyer t'entoure.
Un cocon de calme si présent maintenant, une quiétude qui t'invite à lâcher prise, à fermer les yeux. Le feu ronronne comme un chat. Ces deux-là vont bien ensemble. Et peut-être ton inconscient souhaite-t-il l'ajouter comme un rehaut de félicité à la scène, son poil luisant dans le reflet des flammes. Sa respiration lente, comme la tienne, semble irradier un sentiment souverain de contentement. Ce n'est pas un crime de savoir profiter de la vie, d'avoir droit aussi à la nonchalance, au dilettantisme, au plaisir simplement. Savoir poser les armes et goûter un moment aux joies évidentes de l'existence. S'autoriser le ventre plein, le corps au chaud et l'âme satisfaite par la lecture d'un livre. S'autoriser à être un animal heureux. Rien que ça, pas plus que ça. Alors laisse la transe de mes mots continuer à s'installer en toi. Tu trouveras bien une place à davantage de paix, n'est-ce pas? Un fauteuil, une cheminée, un chat. Quel apaisement procure une simple atmosphère. Un fauteuil, une cheminée, un chat et un livre, pour que l'esprit délivré du fardeau du corps puisse partir à l'aventure de ses rêves. Un auteur américain a dit ces mots, tous vrais. Un lecteur a 1000 vies avant de mourir. Ici, à l'abri de ton âme, ta vie peut vraiment durer l'éternité un jour. Quand les plus belles phrases, les plus beaux jours fleurissent au contact de ton imagination, tu cueilles un jour sans crépuscule. Tout comme l'hypnose distend pour toi le temps et le peuple de toute ta fantaisie. Lire un livre ou se le faire lire, peu importe, la magie est la même. Le sais-tu maintenant que tu es en transe? Tu te surprendras à oublier de penser. Auras-tu dormi? Oui, certainement, du sommeil de l'hypnose. Tu connais le titre du livre que je vais te lire, le livre de la jungle. Et déjà ton cœur s'y est préparé comme à la rencontre d'un ami. Ton imagination, d'une manière souterraine, s'en est emparée à l'avance, ébauchant des formes comme un premier dessin au crayon sur la toile. À ton rythme, laisse ton inconscient te faire imaginer un voyage hors de ce corps assoupi, de la lumière ancienne, de la pensée d'un autre. Des pages même de ce livre se créent pour toi une porte vers l'autre côté. Franchis-la. Là se trouve le pays des histoires, un lieu où chaque mot devient une réalité. Là-bas, un château n'est pas que 7 lettres, mais une évidence de tours, de pierres et de moulures. Là-bas, les forêts peuvent encore être enchantées. Là-bas, ton imagination est au pouvoir. Alors franchis la porte, veux-tu. Les sons, les sensations, les images vont se préciser et t'amener toujours plus loin dans l'hypnose. Plus tu plongeras en transe, et plus ton rêve deviendra puissant, présent, vivant, jusqu'au sommeil de la nuit qui t'apportera encore d'autres rêves. L'histoire est sans fin parce que ton imagination l'est à chaque fois que tu franchiras lui, commencera un nouveau il était une fois. Bercé par le flux et le reflux de ta respiration, laisse-toi porter par ces mots magiques et vis ce livre. Le livre de la jungle de Rudyard Kipling. Chapitre 1. Et la lune luisait par l'ouverture de la caverne où ils vivaient tous. Il était 7 heures, par un soir très chaud, sur les collines du Sioni. Père Loup s'éveilla de son somme journalier, se gratta, bâilla et détendit ses pattes l'une après l'autre pour dissiper la sensation de paresse qui enraidissait encore les extrémités. Merlouve était étendu, son gros nez gris tombait parmi ses 4 petits qui se culbutaient en criant, et la lune luisait par l'ouverture de la caverne où ils vivaient tous. « Ah !» dit Père Loup. « Il est temps de se remettre en chasse. » Et il allait s'élancer vers le fond de la vallée quand une petite ombre à queue touffue barra l'ouverture et jappa. « Bonne chance au chef des loups et forte dents blanches aux nobles enfants, puissent-ils ne jamais oublier en ce monde ceux qui ont faim. » C'était le chacal, Tabaki, le lèche-plat. Et les loups le méprisaient parce qu'il rôde
partout, faisant du grabuge, colportant des histoires, et mangeant des chiffons et des morceaux de cuir dans les tas d'ordures aux portes des villages. Mais ils ont peur de lui aussi, parce que Tabaqui, plus que tout autre dans la jungle, est sujet à la rage. Alors il oublie qu'il n'ait jamais eu peur et il court à travers la forêt, mordant tout ce qu'il trouve sur sa route. Même le tigre se sauve et se cache lorsque le petit Tabaqui devient enragé, car la rage est la chose la plus honteuse qui puisse surprendre un animal sauvage. Nous l'appelons hydrophobie, mais eux l'appellent Diwani, la folie. Et il court. Entre alors, et cherche, dit Berlot avec raideur, mais il n'y a rien à manger ici. Déjà, en si peu de mots, un autre monde. Et comme une évidence, ces animaux qui peuvent parler, un autre ordre, un autre univers. Et on sent derrière ce texte des contes et des lois plus anciennes. On sent, se profiler derrière le décor de la jungle. À quoi ressemblera la jungle pour toi? À quoi cela va-t-il ressembler? Vas-tu pouvoir, laisser ces choses se préciser en toi? À chacun sa manière de penser, parfois par des images, des sons, des sensations, mais déjà un décor secret, et l'ambiance, l'atmosphère d'une famille unie, celle de Père Loup et Mère Loup et de leurs enfants. La chaleur, oui, presque la chaleur d'un foyer, et le début d'une histoire. Et si bien sûr, ainsi installé dans l'hypnose, en calme et en sécurité, au calme et en sécurité, tu ne risques rien, tu peux, déjà pressentir la menace qui se profile, car derrière la beauté de la jungle, la beauté du style de Kipling, il y a aussi une menace, celle de la vie sauvage, celle de la réalité de ces lieux. Alors, quelle couleur auront pour toi la jungle? Le vert luxuriant, bien sûr, peut-être des fleurs aussi, donnant par touche un attrait merveilleux, fascinant, hypnotique à cette jungle, peut-être une colline, les collines de Sioni, peut-être une rivière. Mais je ne sais pas ce qui viendra en premier à toi. Des images? Oui, celles des grands arbres, des lianes, des orchidées. Celles peut-être du ciel que l'on peut voir ça et là. Cette lumière un peu irréelle dans la jungle. Ou peut-être des sons. Le son des singes, le hurlement des loups. Et puis, peut-être, des bruits de pas, des bruits d'eau. Et sinon, cette sensation, celle de la chaleur, de l'humidité, et surtout cette sensation pleine, totale, d'être vraiment ailleurs. Continuons la lecture. Pour un loup, non, dit Tabaqui, mais pour moi, mince personnage, un os sec est un festin. Que sommes-nous, nous autres, chidourlogues, le peuple chacal, pour faire la fine bouche? Il obliqua vers le fond de la caverne, y trouva un os de chevreuil où restait quelque viande, s'assit et en fit craquer le bout avec délice. « Merci pour ce bon repas, dit-il en se léchant les babines. Qu'ils sont beaux, les nobles enfants. Quels grands yeux, et si jeunes pourtant. Je devrais me rappeler en effet que les enfants des rois sont maîtres dès le berceau. » Or Tabaqui le savait aussi bien que personne. Il n'y a rien de plus fâcheux que de louer des enfants à leur nez. Il prit plaisir à voir que mère et père loup semblaient gênés. Tabaqui resta un moment au repos sur son séant, tout réjoui du mal qu'il venait de faire.
Puis il reprit malignement. Shere Khan, le grand, a changé de terrain de chasse. Il va chasser à la prochaine lune, m'a-t-il dit, sur ces collines-ci. Shere Khan était le tigre qui habitait près de la rivière, la Waigunga, à 20 milles plus loin. Il n'en a pas le droit, dit Perlot avec colère. De par la loi de la jungle, il n'a pas le droit de changer ses battus sans dûment avertir. Il effraiera le gibier à 10 milles à la ronde, et moi j'ai à tuer pour 2 ces temps-ci. Sa mère ne l'a pas appelé Lungri, le boiteux, pour rien, dit Merlouf tranquillement. Il est boiteux d'un pied depuis sa naissance. C'est pourquoi il n'a jamais pu tuer que des bestiaux. À présent, les villageois de la Waigunga sont irrités contre lui et il vient irriter les nôtres. Ils fouilleront la jungle à sa recherche. Il sera loin, mais nous et nos enfants, il nous faudra courir quand on allumera l'herbe. Vraiment, nous sommes très reconnaissants à Shere Khan. Lui parlerai-je de votre gratitude, dit Tabaki. Oust, j'abat brusquement Perlou. Va-t'en chasser avec ton maître. Tu as fait assez de mal pour une nuit. Je m'en vais, dit Tabaki tranquillement. Vous pouvez entendre Shere Khan en bas dans les fourrés. J'aurais pu me dispenser du message. Perlou écouta. Il entendit la plainte dure, hargneuse et chantante d'un tigre qui n'a rien pris et auquel il importe peu que toute la jungle le sache. L'imbécile, dit Perlou. Commencer un travail de nuit par un vacarme pareil. Pense-t-il que nos chevreuils sont comme ces veaux gras de la Waigunga? Chut. Ce n'est ni le bœuf ni le chevreuil qu'il chasse cette nuit, dit Merlouve. C'est l'homme. La plainte s'était changée en sorte de ronron bourdonnant qui semblait venir de chaque point de l'espace. C'est le bruit qui égare les bûcherons et les nomades à la belle étoile et les fait courir quelquefois dans la gueule même du tigre. L'homme, dit Perlou, en montrant toutes ses dents blanches. Fog. N'y a-t-il pas assez d'insectes et de grenouilles dans les citernes qu'il lui faille manger l'homme et sur notre terrain encore? La loi de la jungle, qui n'ordonne rien sans raison, défend à toute bête de manger l'homme, sauf lorsqu'elle tue pour montrer à ses enfants comment on tue, auquel cas elle doit chasser hors des réserves de son clan ou de sa tribu. La vraie raison en est qu'un meurtre d'homme signifie tôt ou tard invasion d'hommes blancs armés de fusils et montés sur des éléphants et d'hommes bruns par centaines munis de gongs, de fusées et de torches. Alors tout le monde souffre dans la jungle. La raison que les bêtes se donnent entre elles, c'est que l'homme étant le plus faible et le plus désarmé des vivants, il est indigne d'un chasseur d'y toucher. Ils disent aussi, et c'est vrai, que les mangeurs d'hommes deviennent galeux et qu'ils perdent leur temps. Alors, le sens-tu que ce territoire n'est pas le nôtre? C'est celui de la jungle, ce n'est pas le territoire de l'homme. Ici, nous sommes tous étrangers. Mais nous pouvons le contempler, l'imaginer, donner un autre sens au jappement des loups, au rire d'une hyène, au feulement d'un tigre. Et nous pouvons, malgré tout, alors que s'installe en toi une relaxation de plus en plus grande, eh bien, profiter de cette histoire comme d'un conte merveilleux et ressentir à des années de distance ce que tu ressentais quand tu étais petit et que tu écoutais une belle histoire. Alors l'esprit s'égarait, oubliait la chambre, les parents et rêvait des images merveilleuses. Déjà, certainement, tu connaissais l'hypnose et déjà tu rêvais avant même de dormir. C'est ce que tu es en train de faire là maintenant. Et c'est pour ça que tout te semble aussi familier. Tu entres de plus en plus en transe, dans un sommeil hypnotique de plus en plus doux et calme. Le ronron grandit et se résolut dans le « ah » à pleine gorge du tigre qui charge. Alors on entendit un hurlement bizarre, indigne d'un tigre, poussé par Shere Khan.
Il a manqué son coup, dit Mère Louve. Qu'est-ce que c'est ? Père Loup sortit à quelques pas de l'entrée. Il entendait Shere-Khan grommeler sauvagement, tout en se démenant dans la brousse. L'imbécile a eu à l'esprit de sauter sur un feu de bûcheron et s'est brûlé les pieds contre Père Loup. Tabaki est avec lui. Quelque chose monte la colline, dit Mère Louve en dressant une oreille. Tiens-toi prêt. Il eut un petit froissement de buisson dans le fourré. Père Loup, accroupi, se ramassa prêt à sauter. Alors, si vous aviez été là, vous auriez vu la chose la plus étonnante du monde. Le loup, arrêté à mi-bond. Il prit son élan avant de savoir ce qu'il visait, puis tenta de se retenir. Il en résulta un saut de 4 ou 5 pieds droit en l'air, d'où il retomba presque au même point du sol qu'il avait quitté. Un homme, hargna-t-il. Un petit homme. Regarde. En effet, devant lui, s'appuyant à une branche basse, se tenait un bébé brun tout nu, qui pouvait à peine marcher, le plus doux et potelé petit atome qui fût jamais venu la nuit à la caverne d'un loup. Il leva les yeux pour regarder Père Loup en face et se mit à rire. « Est-ce un petit homme ?» dit Mère Louve. « Je n'en ai jamais vu. Apporte-le ici. » Un loup accoutumé à transporter ses propres petits peut très bien, s'il est nécessaire, prendre dans sa gueule un œuf sans le briser. Quoique les mâchoires de Père Loup se fussent refermées complètement sur le dos de l'enfant, pas une dent n'égratigna la peau lorsqu'il le déposa au milieu de ses petits. « Qu'il est mignon, qu'il est nu et qu'il est brave !» dit avec douceur Mère Louve. Le bébé se poussait entre les petits contre la chaleur du flanc tiède. « Ah ! Il prend son repas avec les autres. Ainsi c'est un petit homme. A-t-il jamais existé une louve qui pût se vanter d'un petit homme parmi ses enfants ? J'ai parfois ouï parler de semblables choses, mais pas dans notre clan ni de mon temps, dit Père Loup. Il n'a pas un poil, et je pourrais le tuer en le touchant du pied, mais... Voyez, il me regarde et il n'a pas peur. Alors, ce sont les premiers pas de Mowgli, vous l'avez déjà reconnu, tu l'as déjà reconnu, dans la jungle, se presser contre le flanc de la mer pour téter. Cela rappelle d'autres histoires, Romulus et Rémus tétant la louve, y trouvant certainement la force qui en fera d'eux de grands hommes, des héros. Mais là, c'est quelque chose de plus doux. C'est quelque chose que l'on partage avec toutes les bêtes de la nature. Un sentiment maternel ou un sentiment paternel. Une douceur. Le contentement de voir un enfant, l'envie de le protéger. Et tout cela, tu peux le ressentir, et tout cela, tu peux l'imaginer. Et tout cela peut prendre forme. Et ce petit Mowgli, encore un bébé, peut devenir réalité pour toi. Observe la scène, laisse-toi attendrir, et laisse-toi gagner par l'hypnose toujours plus présente en toi. Tu sais, quand tu es comme ça en transe, et quel que soit le sujet de l'hypnose ou de la lecture, quelque chose se passe, des choses se transforment. Ton esprit et ton corps se laissent imprégner par d'autres expériences, dans un état de réceptivité qui autorise des changements faciles, qui vont bien sûr s'installer en toi de plus en plus à mesure que tu réécouteras cette lecture hypnotique ou une autre hypnose comme ça, de jour en jour, peut-être de soir en soir. Oui, quelque chose se passe et quelque chose se transforme en nous. Et cela, on peut déjà le ressentir à la lecture des livres qui nous ont le plus touchés. On est transformé par une lecture, on est transformé par un conte. Et celui-ci, ô combien beau et touchant, n'y fait pas exception. Le clair de lune s'éteignit à la bouche de la caverne,
car la grosse tête carrée et les fortes épaules de Shere-Khan en bloquaient l'ouverture et tentaient d'y pénétrer. Tabaqui, derrière lui, piaulait « Monseigneur, il est entré ici !» « Shere-Khan nous fait un grand honneur, » dit Père-Loup, les yeux mauvais. « Que veut Shere-Khan ?»« Ma proie. Un petit homme a pris ce chemin. Ses parents se sont enfuis, donnez-le-moi. » Shere-Khan avait sauté sur le feu d'un campement de bûcherons, comme l'avait dit Père-Loup, et la brûlure de ses pattes le rendait furieux. Mais Père-Loup savait l'ouverture de la caverne, trop étroite pour un tigre. Même où il se tenait, les épaules et les pattes de Shere-Khan étaient resserrées par le manque de place, comme les membres d'un homme qui tenterait de combattre dans un baril. « Les loups sont un peuple libre, » dit Père-Loup. « Ils ne prennent d'ordre que du conseil supérieur du clan, et non point d'aucun tueur de bœufs plus ou moins rayé. Le petit homme est à nous, pour le tuer, s'il nous plaît. » « S'il vous plaît, quel langage est-ce là? Par le taureau que j'ai tué, dois-je attendre le nez dans votre repère de chien lorsqu'il s'agit de mon dû le plus strict? C'est moi, Shere-Khan, qui parle. » Le rugissement du tigre emplit la caverne de son tonnerre. Merlouv secoua les petits de son flanc et s'élança, ses yeux comme deux lunes vertes dans les ténèbres, fixés sur les yeux flambants de Shere-Khan. « Et c'est moi, Rashka, le démon, qui vais te répondre. Le petit dame est mien, l'Ungri, le mien, à moi. Il ne sera point tué, il vivra pour courir avec le camp et pour chasser avec le clan. Et prends-y garde, chasseur de petits tout nus, mangeur de grenouilles, tueur de poissons. Il te fera la chasse à toi. Maintenant sors d'ici, ou par le sambour que j'ai tué, car moi je ne me nourris pas de bétail mort de faim. Tu retourneras à ta mère, tête brûlée de jungle, plus boiteux que jamais. Tu ne vins au monde, va-t'en. » Père-Loup leva les yeux satisfait. C'est vrai. Quoi de plus puissant que l'amour d'une mère? Et en le laissant ainsi téter sa mamelle, ce contrat, comme un serment, s'était déjà conclu. Qu'y a-t-il de plus puissant qu'une mère qui protège ses petits? Ainsi, elle est plus terrible que le tigre mangeur d'hommes. Mais qu'il est beau, qu'il est doux, paradoxalement, de pouvoir observer la scène, d'observer cette louve courageuse, digne, puissante, terrible dans sa colère, et ce tigre, magnifique par sa pelure, son port, mais misérable par sa manière de penser, d'être, d'agir, lui qui ne respecte pas les lois de la jungle. Et tout ça dans une nature presque vierge de tout homme, loin, loin des villages, loin, loin des hommes, dans un autre monde que celui qui est le nôtre. Tu entres de plus en plus en transe, et c'est doux, et c'est calme, et c'est merveilleux de rentrer ainsi de plus en plus en transe, de plus en plus calme, de plus en plus loin, dans une transe de plus en plus douce, car il en va ainsi quand on écoute un conte. On rêve, on se laisse dériver, on entre dans une transe de plus en plus calme, et des choses s'imprègnent en nous, on apprend, on comprend, on se transforme pour devenir toujours davantage soi-même. Chaque hypnose est une initiation en cela, qu'elle nous change, comme la vie nous change, comme les contes nous changent, comme la lecture nous change. Surtout quand elle est belle, puissante, sauvage, comme le regard vert d'une louve. Père Loup leva les yeux stupéfaits.
Il ne se souvenait plus assez des jours où il avait conquis Merlouve en loyal combat contre 5 autres loups, au temps où, dans les expéditions du clan, ce n'était pas par pure politesse qu'on la nommait le démon. Shere Khan aurait pu tenir tête à Perlou, mais il ne pouvait s'attaquer à Merlouve, car il savait que, dans la position où il se trouvait, elle garderait tout l'avantage du terrain et qu'elle combattrait à mort. Aussi se recula-t-il hors de l'ouverture en grondant. Et quand il fut à l'air libre, il cria « Chaque chien aboie dans sa propre cour. Nous verrons ce que dira le clan, comment il prendra cet élevage de petits d'hommes. Le petit est à moi, et sous ma dent, il faudra bien qu'à la fin il tombe au voleur à queue touffue. » Merlouve se laissa retomber, pantelante parmi les petits, et Perlou lui dit gravement « Shere Khan a raison. Le petit doit être montré au clan. Veux-tu encore le garder, mère ?» Elle haletait. « Si je veux le garder. Il est venu tout nu la nuit, seul et mourant de faim, et il n'avait même pas peur. Regarde, il a déjà poussé un de nos bébés de côté. Et ce boucher boiteux l'aurait tué et se serait sauvé ensuite vers la Waigunga, tandis que les villageois d'ici seraient accourus à travers nos reposés faire une battue pour en tirer vengeance. Si je le garde, assurément je le garde. Couche-toi là, petite grenouille. Ô toi, Mowgli, car Mowgli la grenouille, je veux t'appeler. Le temps viendra où tu feras la chasse à Shere Khan, comme il t'a fait la chasse à toi. » « Mais que dira notre clan ?» dit Perlou. La loi de la jungle établit très clairement que chaque loup peut, lorsqu'il se marie, se retirer du clan auquel il appartient. Mais aussitôt ses petits âgés, pour se tenir sur leurs pattes, il doit les amener au conseil du clan, qui se réunit généralement une fois par mois à la pleine lune, afin que les autres loups puissent reconnaître leur identité. Après cet examen, les petits sont libres de courir où il leur plaît, et jusqu'à ce qu'ils aient pu tuer leur premier daim, il n'est pas d'excuse valable pour un loup adulte et du même clan qui tuerait l'un d'eux. Comme châtiment, c'est la mort pour le meurtrier, où qu'on le trouve. Et si vous réfléchissez une minute, vous verrez qu'il en doit être ainsi. Perlou attendit jusqu'à ce que ses petits puissent courir un peu, et alors, la nuit de l'assemblée, il les emmena avec Mowgli et Merlouve au rocher du conseil, au sommet de collines couverts de pierres et de galets, où pouvaient s'isoler une centaine de loups. Oh, quel lieu magnifique peut s'imposer ainsi à ton esprit. Ce grand roc, ce grand rocher du conseil, une centaine de loups, et leur déesse la lune, entière, pleine, qui illumine cette scène merveilleuse. Oui, il est facile de l'imaginer, de s'émerveiller. Mais n'oublie pas, ce que ton esprit perçoit, c'est bien sûr ce que ton esprit crée. Alors toute cette beauté, elle vient de toi, elle se combine au livre, mais elle vient de toi. Tu l'interprètes, tu la crées, tu en es l'artiste et c'est très bien comme ça. Alors, encore une fois, laisse les sons, les images, les sensations se préciser. Et face à une nouvelle scène, loin de la caverne des loups, sur ce rocher, le rocher du clan, là où se tient le conseil, laisse ton imagination dériver et te faire vivre la scène. Akela, le grand loup gris solitaire que sa vigueur et sa finesse avaient mis à la tête du clan, était étendu de toute sa longueur sur sa pierre. Un peu plus bas que lui se tenaient assis plus de 40 loups de toute taille et de toute robe, depuis les vétérans couleur de blaireau qui pouvaient à eux seuls se tirer d'affaire avec un daim, jusqu'au jeune loup noir de 3 ans qui s'en croyait capable. Le solitaire était à leur tête depuis 1 an maintenant. Au temps de sa jeunesse, il était tombé 2 fois dans un piège à loups, et une autre fois on l'avait assommé et laissé pour mort. Aussi connaissait-il les us et coutumes des hommes. On causait fort peu sur la roche.
Les petits se culbutaient l'un l'autre au centre du cercle où siégeaient leur mère et leur père, et de temps en temps un loup plus âgé se dirigeait tranquillement vers un petit, le regardait avec attention et regagnait sa place à pas silencieux. Parfois une mère poussait son petit en plein clair de lune pour être sûre qu'il n'était point passé inaperçu. Akela, de son côté, criait « Vous connaissez la loi, vous connaissez la loi. Regardez bien au loup. » Et les mères reprenaient le cri « Regardez, regardez bien au loup. » À la fin, et Mère Louve sentit se hérisser les poils de son cou lorsqu'arriva le moment, Père Loup poussa Mowgli, la grenouille, comme il l'appelait, au milieu du cercle, où il resta par terre à rire et à jouer avec les cailloux qui scintillaient dans le clair de lune. Akela ne leva pas la tête d'entre ses pattes, mais continua le cri monotone « Regardez bien !» Un rugissement sourd partit de derrière les rochers. C'était la voix de Shere Khan. « Le petit est mien. Donnez-le-moi, le peuple libre. Qu'a-t-il à faire d'un petit homme ?» Akela ne remua même pas les oreilles. Il dit simplement « Regardez bien au loup. Le peuple libre, qu'a-t-il à faire des ordres de quiconque, hormis de ceux du peuple libre? Regardez bien. » Il eut un chœur de sourds grognements, et un jeune loup de 4 ans, tourné vers Akela, répéta la question de Shere Khan. Le peuple libre, qu'a-t-il à faire d'un petit homme? Or, la loi de la jungle, en cas de dispute sur les droits d'un petit et à l'acceptation du clan, exige que 2 membres au moins du clan, qui ne soient ni son père ni sa mère, prennent la parole en sa faveur. « Qui parle pour celui-ci » dit Akela. « Du peuple libre qui parle ?» Il n'y eut pas de réponse, et Mère Louve s'apprêtait, pour ce qui serait son dernier combat, elle le savait bien s'il fallait en venir à combattre. Alors le seul étranger qui soit admis au conseil du clan, Balou, l'ours brun endormi qui enseigne aux petits la loi de la jungle, le vieux Balou qui peut aller et venir partout où il lui plaît parce qu'il mange uniquement des noix, des racines et du miel, se leva sur son séant et grogna. « le petit homme, dit-il. C'est moi qui parle pour le petit homme. Il n'y a pas de mal dans un petit homme. Je n'ai pas le don de la parole, mais je dis la vérité. Laissez-le courir avec le clan et qu'on l'enrôle parmi les autres. C'est moi-même qui lui donnerai les leçons. » Alors, après les loups, Mowgli, Shere Khan, la figure de Balou, rassurante et puissante. Sais-tu qu'avant le lion, c'était, l'ours qui était le roi des animaux. Être extraordinaire, qui peut se tenir sur ses pattes comme les hommes, et c'est peut-être pour cela que Balou possède une forme de sagesse, mais aussi symbole de puissance, tranquille, terrible quand il le faut, toujours sympathique quand il s'agit de Balou. « Nous avons besoin de quelqu'un d'autre, » dit Akela. « Balou a parlé et c'est lui qui enseigne nos petits. Qui parle avec lui ?» Une ombre tomba au milieu du cercle. C'était Bagheera, la panthère noire. Sa robe est tout entière noire comme l'encre, mais les marques de la panthère y affleurent sous certaines clartés, comme le font les reflets de la moire. Chacun connaissait Bagheera, et personne ne se souciait d'aller à l'encontre de ses desseins, car Tabaqui est moins rusé, le buffle sauvage moins téméraire et moins redoutable, l'éléphant blessé. Mais sa voix était plus suave que le miel agreste qui tombe goutte à goutte des arbres, et sa peau plus douce que le duvet. « Oh, Akela, et toi, peuple libre, ronronna sa voix persuasive, je n'ai nul droit à votre assemblée, mais la loi de la jungle dit que, s'il s'élève un doute dans une affaire en dehors d'une question de meurtre, à propos d'un nouveau petit, la vie de ce petit peut être achetée moyennant un prix. Et la loi ne dit pas qui a le droit ou non de payer ce prix. Ai-je raison? » « Très bien, firent les jeunes loups qui ont toujours faim. « Écoutons Bagheera, le petit peut être acheté, c'est la loi. Sachant que je n'ai nul droit de parler ici, je demande votre assentiment. »« Parle donc !» crièrent 20 voix. « Tuer un petit nu est une honte. En outre, il pourra nous aider à mieux chasser quand il sera d'âge.
Balou a parlé en sa faveur. Maintenant, à ces paroles, j'ajouterai l'offre d'un taureau gras, fraîchement tué, à un demi-mille d'ici, si vous acceptez le petit homme conformément à la loi. Y a-t-il une difficulté ?» Il s'éleva une clameur de voix mêlées, parlant ensemble. « Qu'importe, il mourra sous les pluies de l'hiver, il sera grillé par le soleil. Quel mal peut nous faire une grenouille nue? Qu'il court avec le clan, où est le taureau Bagheera? Nous acceptons. » Et alors revint l'aboiement profond d'Akela. « Regardez bien, ô loup. » Mowgli continua à s'intéresser aux cailloux. Il ne daigna prêter aucune attention aux loups qui vinrent un à un l'examiner. À la fin, ils descendirent tous la colline à la recherche du taureau mort, et seuls restèrent Akela, Bagheera, Balou et les loups de Mowgli. Shere Khan rugissait encore dans la nuit, fort en colère que Mowgli ne lui eût pas été livré. « Oui, tu peux rugir, » dit Bagheera, « car le temps viendra où cette petite chose nue te fera rugir d'un autre ton, où je ne sais rien de l'homme. » « Nous avons bien fait, » dit Akela. « Les hommes et leurs petits sont gens très avisés. Le moment venu, il pourra se rendre utile. »« C'est vrai, » dit Bagheera. « Le moment venu, qui sait, on aura besoin de lui, car personne ne peut compter mener le clan toujours. » Akela ne répondit rien. Il pensait au temps qui vient pour chaque chef de clan où sa force l'abandonne et où, plus affaibli de jour en jour, il est tué à la fin par les loups et remplacé par un nouveau chef tué plus tard à son tour. « Emmenez-le, dit-il à Perlou, et dressez-le comme il sied à un membre du peuple libre. » C'est ainsi que Mowgli entra dans le clan des loups de Sioni, au prix d'un taureau et pour une bonne parole de Balou. Maintenant, il faut vous donner la peine de sauter 10 ou 12 années entières et d'imaginer seulement l'étonnante existence que Mowgli mena parmi les loups, parce que s'il fallait l'écrire, cela remplirait je ne sais combien de livres. Il grandit avec les louveteaux, quoique naturellement ils fussent devenus loups quand lui-même comptait à peine pour un enfant. Et Perlou lui enseigna le sens de toute chose dans la jungle, jusqu'à ce que chaque frisson de l'herbe, chaque souffle de l'air chaud dans la nuit, chaque ululement des hiboux au-dessus de sa tête, chaque bruit d'écorce égratignée par la chauve-souris au repos un instant dans l'arbre, chaque saut du plus petit poisson dans la mare prit juste autant d'importance pour lui que pour un homme d'affaires son travail de bureau. Lorsqu'il n'apprenait pas, il se couchait au soleil et dormait. Puis il mangeait, se rendormait. Lorsqu'il se sentait sale ou avait trop chaud, il se baignait dans les mares, et lorsqu'il manquait de miel, Balou lui avait dit que le miel et les noix étaient aussi bons à manger que la viande crue, il grimpait aux arbres pour en chercher, et Bagheera lui avait montré comment s'y prendre. S'allongeant sur une branche, la panthère appelait « Viens ici, petit frère !» Et Mowgli commençait par grimper à la façon du paresseux. Mais par la suite, il osa se lancer à travers les branches, presque aussi hardiment que le singe gris. Peut-être est-ce le moment pour toi de te transformer en Mowgli. Tu le vois, tu le sens. Tu le vois dans cette figure de Mowgli. On préfigure celle de Tarzan. Tarzan qui sera copié sur ses traits. Les traits d'un enfant sauvage, mais pas uniquement. D'un enfant élevé par les animaux sauvages, mais pas uniquement. Le droit à une imagination sans bornes. Des contes pleins d'action. Voilà ce que Tarzan apportera ensuite. Dans les pulps, ses livres bon marché, puis dans les adaptations de livres au cinéma avec Johnny Weissmuller, puis plus tard avec Christopher Lambert. Alors, et si toi aussi tu devenais un enfant ou un homme de la jungle? Si toi aussi, tu pouvais, courir plus vite que le blanc, plus vite que le vent, sauter, grimper dans les arbres, aller de liane en liane, si chaque bruit, chaque odeur
avait un sens pour toi, à quoi ressemblerais-tu? Quelle liberté merveilleuse s'installerait en toi et tu peux le devenir, cet enfant, cet homme de la jungle, et prendre une autre place dans ce rêve, celle de Mowgli, et accepter d'en apprendre la loi différente de la nôtre, cruelle et forte, mais juste, adaptée au lieu. Il est temps pour toi d'aller un cran plus loin dans le conte. Alors, bien sûr, si à un moment tu souhaites simplement sortir de l'hypnose relaxée, il te suffit de compter de 1 à 5. Et si tu veux aller jusqu'au sommeil, ou pousser plus loin ce que en toi ton inconscient t'apprend, mené, amplifié par l'écho des bruits de la jungle et par sa sagesse, alors continue, veux-tu, continue jusqu'au sommeil. Il prit sa place au rocher du conseil lorsque le clan s'y assemblait. Et là, il découvrit qu'en regardant fixement un loup quelconque, il pouvait le forcer à baisser les yeux. Ainsi faisait-il pour s'amuser. À d'autres moments, il arrachait les longues épines du poil de ses amis, car les loups souffrent terriblement des épines qui se logent dans leur fourrure. Il descendait la nuit, le versant de la montagne vers les terres cultivées, et regardait avec une grande curiosité les villageois dans leurs huttes. Mais il se méfiait des hommes parce que Bagheera lui avait montré une boîte carrée avec une trappe, si habilement dissimulée dans la jungle qu'il marcha presque dessus et lui avait dit que c'était un piège. Alors tu le vois, c'est le monde des hommes maintenant qui est un monde étranger. Pour cette histoire hypnotique, tu appartiens à la jungle. Et si tu regardes les hommes, c'est de loin, animal parmi les animaux, et cela est bon, et cela est reposant. Quand la vie entière a davantage de sens, quand on oublie son quotidien et que l'on devient autre, on apprend toujours quelque chose. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était s'enfoncer avec Bagheera au chaud cœur noir de la forêt pour dormir tout le long de la lourde journée et voir, la nuit venue, comment elle s'y prenait pour tuer de droite, de gauche, au caprice de sa faim. Et Mowgli faisait de même, à une exception près. Aussitôt, l'enfant en âge de comprendre, Bagheera lui avait dit qu'il ne devrait jamais toucher au bétail, parce qu'il avait été racheté dans le conseil du clan au prix de la vie d'un taureau. « La jungle t'appartient, » avait dit Bagheera, « et tu peux y tuer tout ce que tu es assez fort pour atteindre. Mais en souvenir du taureau qui t'a racheté, tu ne dois jamais tuer ni manger le bétail jeune ou vieux. C'est la loi de la jungle. » Mowgli s'y conforma fidèlement. Il grandit ainsi et devint fort, comme fait à l'accoutumée un garçon qui ne va pas à l'école et n'a dans la vie à s'occuper de rien que des choses à manger. C'est vrai, c'est doux. Un instant, le temps d'une transe. De laisser loin les obligations du quotidien, les soucis, le combat qu'est chaque vie. Et de pouvoir, sans nostalgie, de pouvoir vraiment ressentir l'animal joyeux, fort que nous pouvons être, qui est une partie de nous et dont on ne doit pas avoir honte. Cette partie plus instinctive, cette partie moins hésitante en nous, qu'il est bon de fréquenter, de connaître, de satisfaire, et qui, en aucun cas, ne peut nuire à l'homme, à sa raison, à sa morale, mais simplement donner force et sens à tes actions, à tes pensées, à tes émotions. Merlou lui avait dit une fois ou deux que Shere Khan n'était pas de ceux auxquels on dut se fier et qu'un jour il lui faudrait tuer Shere Khan. Et sans doute un jeune loup se fut rappelé l'avertissement à chaque heure de sa vie. Mais Mowgli l'oublia, parce qu'il n'était qu'un petit garçon, et
Pourtant, il se serait donné à lui-même le nom de loup s'il avait su parler quelque langue humaine. Shere Khan se trouvait toujours dans la jungle, sur le chemin de Mowgli. À mesure que le chef Akela prenait de l'âge et perdait sa force, le tigre boiteux s'était lié de grande amitié avec les loups plus jeunes de la tribu qui le suivaient pour avoir ses restes, chose que jamais Akela n'eût permise s'il avait osé aller au bout de son autorité légitime. En outre, Shere Khan les flattait. Il s'étonnait que de si beaux jeunes chasseurs fussent satisfaits de se laisser conduire par un loup moribond et un petit homme. « On me raconte, disait Shere Khan, que vous autres, au conseil, vous n'osez pas le regarder entre les yeux. » Et les jeunes loups grondaient en hérissant leur échine. Bagheera, qui avait les yeux et les oreilles partout à la fois, eut vent de quelque chose et, une fois ou deux, expliqua nettement à Mowgli que Shere Khan le tuerait un beau jour. Et Mowgli avait ri et répondu « J'ai pour toi le clan, j'ai toi et Balou, tout pareil ce qu'il est. Il donnerait bien un coup de patte ou deux en mon honneur. Pourquoi donc craindre ?» Ce fut un jour de grande chaleur qu'une idée née de quelques propos entendus se forma dans le cerveau de Bagheera. Elle s'adressa à Mowgli un soir au plus profond de la jungle, comme l'enfant couché reposait sa tête sur le beau pelage noir de la panthère. Ah, comme ça doit être doux d'avoir pour amis un ours et une panthère, de pouvoir poser sa tête comme ça sur son flanc, sentir son poil si doux, sentir son ronronnement, sentir son souffle, et pouvoir, dans la plus grande des sécurités, s'endormir, bercé par les bruits de la jungle. Qu'on doit se sentir en confiance, accompagné d'une panthère et d'un ours. Et que cette confiance doit être merveilleuse. Mais tu le sais, une partie de cette confiance va s'installer en toi. Et tu sentiras une nouvelle force dans tes journées, dans tes actions, dans tes décisions, dans tes objectifs, dans le cap qui va se préciser en toi au cours de ta vie. Et cette force aura quelque chose à voir avec ce que tu auras vécu ici. Petit frère, combien de fois t'ai-je averti que Shere Khan est ton ennemi ? Autant de fois qu'il y a 2 baies sur cette palme, déclara Mowgli, qui, bien entendu, ne savait pas compter. Et puis après, je sommeille Bagheera et Shere Khan et tout queue et tout crie, comme mort le pan. Mais il n'est plus temps de dormir. Balou le sait. Je le sais aussi, tout le clan le sait, et même ces stupides, ces sots de daims le savent. Tabaki te l'a dit lui-même. Oh, dit Mowgli. Tabaki est venu récemment me raconter, je ne sais plus quelle impertinence, une histoire impertinente. J'étais un petit homme, un petit tout nu, pas même bon à déterrer des racines. Mais je l'ai pris par la queue et il est cogné à 2 reprises contre un palmier pour lui apprendre de meilleures manières. C'était une sottise, car Tabaki a beau être un faiseur de ragots, il n'en voulait pas moins te parler d'une chose qui te touche de près. Ouvre donc ces yeux-là, petit frère. Shere Khan n'ose pas te tuer dans la jungle, mais rappelle-toi bien qu'Akela est très vieux, et que bientôt viendra le jour où il ne pourra plus tuer son chevreuil, et qu'alors il ne conduira plus le clan. Beaucoup des loups qui t'examinèrent, quand tu fus présenté au conseil, sont vieux maintenant, eux aussi. Et les jeunes loups pensent, Shere Khan leur a fait la leçon, qu'un petit homme n'est pas sa place dans le clan. Bientôt tu seras un homme. Et qu'est-ce donc un homme qui ne court pas avec ses frères, dit Mowgli. Je suis né dans la jungle, j'ai gardé la loi de la jungle, et il n'y a pas un de nos loups des pattes duquel je n'ai tiré une épine. Ils sont bien mes frères. Bagheera s'étendit de toute sa longueur et ferma les yeux à demi. Petit frère, mets ta main sous ma mâchoire. Mowgli avança sa forte main brune, et juste sous le menton soyeux de Bagheera, où les formidables muscles roulaient dissimulés dans la fourrure lustrée, il sentit une petite place nue. «
Il n'y a personne dans la jungle qui sache que moi, Bagheera, je porte cette marque. La marque du collier. Et pourtant, petit frère, je naquis parmi les hommes, et c'est parmi les hommes que ma mère mourut, dans les cages du palais royal à Udaipur. C'est à cause de cela que j'ai payé le prix au conseil quand tu étais un pauvre petit tout nu. Oui, moi aussi je naquis parmi les hommes. Je n'avais jamais vu la jungle. On me nourrissait derrière les barreaux dans une marmite de fer. Mais une nuit, je sentis que j'étais Bagheera la panthère, et non pas un jouet pour les hommes. Je brisais la misérable serrure d'un coup de patte, et je m'en allais. Puis, comme j'avais appris les manières des hommes, je devins plus terrible dans la jungle que Shere Khan, n'est-il pas vrai? Oui, dit Mowgli. Toute la jungle craint Bagheera, toute la jungle sauf Mowgli. Oh, toi, tu es un petit homme, dit la panthère noire avec une infinie tendresse. Et de même que je suis retourné à ma jungle, ainsi tu dois à la fin retourner aux hommes qui sont tes frères, si tu n'es point d'abord tué au conseil. Mais pourquoi quelqu'un désirerait-il me tuer? Répliqua Mowgli. Regarde-moi, dit Bagheera. Et Mowgli regarda fixement entre ses yeux. La panthère tourna la tête au bout d'une demi-minute. Voilà pourquoi, dit Bagheera, en croisant ses pattes sur les feuilles. Moi-même, je ne peux te regarder entre les yeux, et pourtant je suis né parmi les hommes, et je t'aime, petit frère. Les autres te haïssent, parce que leurs yeux ne peuvent soutenir les tiens, parce que tu es sage, parce que tu as tiré de leurs pieds les épines, parce que tu es un homme. Je ne savais pas ces choses, dit Mowgli d'un ton boudeur. Et il fronça ses sourcils noirs. Qu'est-ce que la loi de la jungle? Frappe d'abord, puis donne de la voix. À ton insouciance même, il voit que tu es un homme. Mais sois prudent. J'ai une certitude, la première fois que le vieil Akela manquera sa proie, et chaque jour il a plus de peine à agrafer son chevreuil, le clan se tournera contre lui et contre toi. Ils tiendront une assemblée sur le rocher, et alors j'y suis, dit Bagheera en se levant d'un bond. Descends vite aux huttes des hommes dans la vallée et prends-y un peu de la fleur rouge qu'ils y font pousser. Ainsi, le moment venu, tu auras un allié plus fort, même que moi ou Balou ou ceux de la tribu qui t'aiment. Va chercher la fleur rouge. Par fleur rouge, Bagheera voulait dire du feu. Mais aucune créature de la jungle n'appelle ou n'appellerait le feu par son vrai nom. Chaque bête en éprouve toute sa vie une crainte mortelle et invente 100 manières de le décrire sans le nommer. « La fleur rouge ?» dit Mowgli. « Cela pousse au crépuscule auprès de leur hutte. J'irai la chercher. » « Voilà bien le petit homme qui parle, » dit Bagheera avec orgueil. « Rappelle-toi qu'elle pousse dans de petits pots. Prends-en un rapidement et garde-le pour le moment où tu en auras besoin. »« Bon, » dit Mowgli, « j'y vais. Mais as-tu la certitude au Bagheera que j'aime ?» Il passe son bras autour du cou splendide. Il passa son bras autour du cou splendide et plongea son regard au fond des grands yeux. Que tout cela soit l'œuvre de Shere Khan. Par la serrure brisée qui me délivra, j'en ai la certitude, petit frère. Alors par le taureau qui me racheta, je paierai à Shere Khan ce que je lui dois honnêtement. Il se peut même qu'il reçoive un peu plus que son dû. Et Mowgli partit d'un bond. Voilà l'homme. Voilà bien l'homme, murmura la panthère en se recouchant. Oh, Shere Khan, tu n'as jamais fait chasse plus dangereuse que cette chasse à la grenouille il y a 10 ans. Mowgli était déjà loin, parmi la forêt, trottant ferme, et il sentait son cœur tout chaud dans sa poitrine. Il arriva à la caverne au moment où montait le brouillard du soir, reprit haleine et regarda en bas dans la vallée. Les jeunes loups étaient dehors, mais la mère, au fond de la caverne, comprit au bruit du souffle de Mowgli qu'un souci troublait sa grenouille. « Qu'y a-t-il, fils ?» dit-elle. « Des potins de chauve-souris à propos de Shere Khan, » répondit-il. « Je chasse en terre de la bourre ce soir. » Il plongea dans les broussailles pour gagner le cours d'eau tout au fond de la vallée. Là, il s'arrêta, car au milieu des cris du clan en chasse, il entendit meugler un sambour traqué, le râle de la bête aux abois. Puis montèrent des hurlements de dérision et de malignité. C'étaient les jeunes loups. « Akela, Akela,
que le solitaire monte sa force, place au chef du clan, saute Akela. Le solitaire dut sauter, manquer sa prise, car Mowgli entendit le claquement de ses mâchoires et un glapissement lorsque le Sambour avec son pied de devant le culbuta. Il ne resta pas à en écouter davantage, mais s'élança en avant, et les cris s'affaiblirent derrière lui à mesure qu'il se hâtait vers les terres cultivées où demeuraient les villageois. « Bagheera, dis-c'est vrai, souffla-t-il, en se nichant dans le fourrage. Bagheera disait vrai. Demain, c'est le jour d'Akela, et c'est le mien. Alors il appliqua son visage contre la fenêtre et considéra le feu sur l'âtre. Il vit la femme du laboureur se lever pendant la nuit et nourrir la flamme avec des mottes noires, et quand vint le matin, à l'heure où blanchit la brume froide, il vit l'enfant de l'homme prendre une corbeille d'osier garnie de terre à l'intérieur, l'emplir de charbon rouge, l'enrouler dans sa couverture et s'en aller garder les vaches. « N'est-ce que cela ?» dit Mowgli. « Si un enfant peut le faire, je n'ai rien à craindre. » Il tourna au coin de la maison. « Accompagne-moi en pensée, dans l'hypnose. Sens-tu la transe qui s'approfondit toujours davantage en toi ? Bercé par la lecture, tu vas toujours plus avant vers le sommeil de l'esprit, puis bientôt le sommeil de la nuit. » Il tourna le coin de la maison, rencontra le garçon nez à nez, lui arracha le feu des mains et disparut dans le brouillard, tandis que l'autre hurlait de frayeur. « Ils sont tout à fait pareils à moi, » dit Mowgli en soufflant contre le pot de braise, comme il avait vu la femme le faire. « Cette chose mourra si je ne lui donne rien à manger. » Et il jeta dessus quelques brindilles et des morceaux d'écorce sèche. À mi-chemin de la colline, il rencontra Bagheera. La rosée du matin brillait sur sa fourrure comme des pierres de lune. « Akela a manqué son coup, dit-elle. Il l'aurait tué la nuit dernière, mais il te voulait aussi. Ils t'ont cherché sur la colline. »« J'étais en terre de labour, je suis prêt, vois. » Mowgli lui tendit le pot plein de feu. « Bien. À présent, j'ai vu les hommes jeter une branche très sèche dans cette chose, et aussitôt la fleur rouge s'épanouit au bout. Tu n'as pas peur ? » ?»« Non. Pourquoi aurais-je peur ? Je me rappelle maintenant, si ce n'est pas un rêve, qu'avant d'être un loup, je me couchais près de la fleur rouge, et qu'il y faisait chaud et bon. » Tout ce jour-là, Mowgli resta assis dans la caverne, veillant sur son pot de braise, et y enfonçant des branches sèches pour voir comment elles brûlaient. Il chercha et trouva une branche qui lui parut à souhait, et le soir, quand Tabaqui vint à la caverne lui dire assez insolemment qu'on le demandait au rocher du conseil, il se mit à rire jusqu'à ce que Tabaqui s'enfuit. Et Mowgli se rendit au conseil, toujours en riant. Mais cela est une autre histoire. Maintenant, alors que la transe est déjà profonde en toi, que le sommeil de l'hypnose s'est installé tant au niveau du corps qu'au niveau de l'esprit, que déjà le conscient s'est assoupi tout à fait, il ne reste plus qu'au corps à le suivre jusqu'au royaume de Morphée. Peut-être désires-tu, avant, rêver encore un peu, profiter de la jungle, affronter le conseil des loups, et peut-être voudras-tu vivre dans une autre histoire hypnotique, la suite de ce merveilleux conte. Mais déjà en toi quelque chose de merveilleux s'est installé, une force, une confiance, quelque chose de sauvage et beau, comme peut l'être la fleur rouge, le feu. Oui, quelque chose brûle en toi, et cette énergie te guidera de plus en plus de jour en jour, alors que maintenant s'offre à toi le repos de la nuit. Alors, rêve, rêve, et laisse ma voix se taire tout à fait.